Voilà, bonsoir à chacun. Alors, merci d'avoir fait le déplacement ce soir. Pour un sujet peut-être spécial, pointu, un petit peu. En tout cas, si vous êtes là, c'est certainement que le sujet vous intéresse. Avant de laisser la place à notre orateur, j'aimerais le présenter courtement. Donc, Peter Strack, qui est là ce soir, qui est comme moi, suisse d'origine, voilà, mais qui vit en France depuis 35 ans. Il a travaillé dans différents pays, notamment en France. Mais avant de vous parler de ses compétences, je vais d'abord faire quelques liens avec notre assemblée. Donc, je connais Peter depuis un peu plus de 10 ans, quand j'étais en stage à l'église à Vendeuvre. Et Peter est responsable, un des responsables de l'église ménonite à Lunéville, et c'est là qu'on a appris à se connaître. Mais il connaît bien sûr aussi la région ici, parce que son épouse, Anne-Marie, qui est là, elle vient de Merquevillers, et c'est la sœur de Philippe Hérold, et elle a grandi ici, elle a fréquenté aussi l'église à Wörth au tout début. Alors, Peter fait beaucoup de choses. Par exemple, il est président, ou il était président jusqu'à 2 semaines du dialogue interreligieux à Lunéville. Il est engagé là-dedans. Mais il fait aussi partie d'une association qui rapproche la recherche universitaire et la recherche industrielle. Et lui-même a travaillé dans le domaine industriel toutes ces années, dans le domaine de la métrologie. Et donc, il a fait de la recherche industrielle et lui-même a plusieurs brevets à son arc. Donc, quelqu'un qui fait des recherches, qui sait manier les chiffres, qui sait trouver les choses pratiques. Et moi, c'est ce que j'apprécie particulièrement dans ce que Peter va nous présenter ce soir, c'est pragmatique, pratique. Sur ce sujet de l'écologie, on entend beaucoup de choses, et beaucoup de choses surtout qui font peur, mais peu de solutions. Et ce soir, je suis sûr que Peter va pas juste nous peindre un tableau noir, mais aussi nous encourager à aller vers des solutions pratiques. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'a invité et on se réjouit pour cela. Il aura aussi un volet pour expliquer en quoi c'est un sujet intéressant pour les chrétiens et en quoi les chrétiens ont quelque chose à dire sur la question de l'écologie. Voilà, je te passe la parole et à la fin on aura un temps de questions et réponses, c'est ça ? Très bien. Oui, donc si vous avez une question qui vous brûle vraiment et vous avez peur de l'oublier avant la fin, levez la main, vous pouvez même m'interrompre, ce n'est pas un problème. La question de l'écologie, ou même de toute notre civilisation industrielle, c'est quelque chose qui me poursuit, on pourrait presque dire, depuis que j'ai lu le livre de Meadows en 1973, sur les limites de la planète, sur les limites de la croissance. Donc, toutes ces questions m'ont toujours, d'une certaine manière, poursuivi. Et en même temps, j'ai remarqué que je ne trouvais pas de solution vraiment concrète, pratique, qui répondait à tous ces problèmes qui ont été soulevés par les limites de notre planète. Alors, j'ai pensé maintenant, puisque je ne trouve pas les réponses ni les chiffres cohérentes quelque part, je me suis mis à faire moi-même toute une série de calculs avec 2 autres ingénieurs. Mais notre situation ressemble un peu à ça. Si on allume, ça marche mieux. Jean Viard, un sociologue, a dit une fois « Le pessimisme se nourrit principalement du manque de perspective. Les Français ne savent pas où ils vont. » Ça ressemble un petit peu à ça. On ne sait pas où aller, surtout dans le domaine de l'écologie. Et
si on ne sait pas où aller, si on ne connaît ni le but, ni le chemin, évidemment, ça rend très pessimiste. Et donc, même si ce soir, je vais vous montrer beaucoup de limites, en même temps, je voudrais vous montrer, malgré toutes ces limites, on peut bien vivre. Alors, voilà un petit peu les points qu'on va regarder. D'abord, on regarde les défis techniques de la société pour le jour où on n'aura plus assez de pétrole. Et là, on va d'abord regarder les limites financières. Parce qu'en général, si vous regardez les médias, ils célèbrent chaque nouvelle technologie et ne se posent jamais la question combien tout ça va coûter s'il faudrait là, mettre en place un volume pour remplacer tout ce que l'industrie pétrolière, charbon et gazière nous produisent. Donc, il y a très peu d'estimations sur les vrais coûts. Donc, c'est avec ça qu'on a commencé. Après, on va regarder les risques du réchauffement climatique, mais aussi l'éthique biblique à ce sujet. On va voir les limites de la croissance verte, parce que tout le monde parle de croissance verte. Celle-là aussi, elle a des sérieuses limites. Ensuite, on va regarder les solutions techniques pour bien vivre avec la rareté à venir. J'ai visité et étudié des écoquartiers à Zurich, mais aussi quelque chose de semblable à Toulouse, qui montrent quand même un mode de vie que moi je considère qui est durable, qu'on peut faire sans pétrole, ni gaz, ni charbon. Après, on va regarder aussi les paramètres d'action individuelle et collective. Là, j'ai donc des grands paramètres. Vous pourrez après voir ça personnellement. Et on va poser la question, est-ce qu'une philosophie matérialiste, elle peut vraiment réduire le matérialisme? Donc, on va regarder les conséquences logiques de la philosophie matérialiste et aussi une vision biblique de vivre ensemble avec la rareté à venir. Alors, commençons par le début. Ça, c'est, vous voyez là, 1850-2021. Ça, c'est le charbon, le pétrole, le gaz. Converti, toutes les énergies, vous pouvez le convertir soit en millions de barils de pétrole, vous pouvez le convertir en kilowatts ou térawattheures, ou en hexajoule, ou n'importe quelle unité. Nous, on a choisi l'unité de térawattheure parce que c'est British Petroleum qui a sorti un graphique avec cette unité que tout le monde peut comprendre parce que vous payez votre facture d'électricité en kilowattheures. Térawattheure, c'est 1 million de watts. Alors regardez, qu'est-ce qui s'est passé. Depuis à peu près, après la Deuxième Guerre mondiale, ça monte, ça monte, ça monte. On a ici, à peu près là, on a eu la première conférence sur le climat, où tout le monde a dit il faudrait qu'on baisser les émissions de gaz à effet de serre en 90. C'était à peu près là. Vous voyez ce qui s'est passé? Alors, ça a quand même baissé. Ça a baissé là, là et là. Ici, ça correspond aux années 70. Vous vous souvenez ce qui était dans les années 70, ceux qui ont des cheveux gris? Les chocs pétroliers. Tout d'un coup, l'énergie est devenue beaucoup plus chère. Et qu'est-ce que ça fait quand l'énergie devient plus chère? Mais le pouvoir d'achat baisse. Si l'énergie devient plus chère, tout ce qu'on fabrique a besoin de l'énergie. Et si tout ce qu'on fabrique a besoin d'énergie et cette énergie devient plus chère, tout devient plus cher. Sauf que et les salaires ne montent pas. On a une récession. Et après, quand on atteint une récession, la consommation d'énergie baisse. Parce que tout d'un coup, les gens n'ont plus assez d'argent pour acheter. Et après, ça baisse. Et les seules baisses qu'on a eues, c'était les chocs pétroliers. Et là, c'était quoi? C'était la crise de 2008, la crise financière de 2008. Là aussi, on a une grosse récession mondiale. Là, ça baissait aussi. Et là, c'était l'année du Covid. Donc, comment ça se fait que toutes les conférences sur le climat n'ont aucun effet? La première, c'était donc à Rio en 1992, Kyoto au Japon, Copenhague, Paris. À Paris, on a décidé qu'il faut vraiment maintenant agir. C'était à peu près là. Donc, vu que ça pose tous ces problèmes,
je crois, on peut se poser la question, il y a quand même quelque chose avec les humains là qui a peut-être un problème, qui ne marche pas comme il faut. Alors, ce qu'on a fait, c'est 135 000 TWh de consommation d'énergie fossile par an. On a essayé de voir si toutes ces machines qui utilisent du pétrole et du gaz et du charbon, si tout cela devait utiliser de l'électricité. Hein, les voitures électriques. Toutes les machines, même pour faire l'acier, on utilisera des fours à arc et de l'hydrogène, plus de charbon. On a converti tous les processus industriels, en tout cas les plus importants, pour voir si on faisait tout ça en électricité. Électricité, ça vient soit du nucléaire, soit du renouvelable, ou de l'eau. Combien est-ce qu'il nous faudrait? On est arrivé à ce chiffre-là, 100 000 TWh. On est arrivé à ce chiffre, on a fait tous les calculs sont depuis 2 années sur notre site internet, et on était très encouragés par un article qui est apparu dans Bloomberg. Bloomberg, c'est une télévision d'affaires à New York. Ils ont sorti aussi un article à peu près une année après nous, avec le même chiffre. Donc on ne devait pas être très loin de la réalité. Après, on a calculé, mais si on veut remplacer tous ces 100 000 TWh, si on veut vraiment fabriquer ça avec principalement du renouvelable, mais aussi un peu de nucléaire, et essayer de faire encore un peu plus d'autres choses comme l'hydraulique, et aussi stocker un peu d'énergie, parce qu'en été, on consomme moins de chauffage qu'en hiver, donc il faut un peu stocker. On a essayé de faire tous ces calculs en prenant toujours des scénarios optimistes. Le NREL, c'est le National Renewable Energy Laboratory des États-Unis. C'est un organisme de l'État qui, tous les années, sort un immense tableau Excel où ils essayent de montrer, voir comment ils pensent que l'évolution des prix de l'énergie, des appareils qui font de l'énergie, comment ces prix vont évoluer. On a pris ces prix et vous voyez, on est arrivé à, pour le monde, 264 000 milliards avec leur scénario optimiste. Pour avoir une idée, toutes les dettes de tous les États et toutes les entreprises en obligation, le marché obligataire, c'est 100 000 milliards. Seulement pour avoir une idée combien ça va coûter. Si on voulait vraiment remplacer et produire ces 100 000 TWh en électrique par année. Non, ça c'est le coût total. Le coût total jusqu'à 2050. Donc nous, on s'est dit, mais ça, on n'arrivera jamais à faire. L'Union européenne, là, c'est 64 000 milliards jusqu'en 2050. Vous voyez que quand il y avait l'emprunt pour relancer l'économie après le Covid, l'Union européenne a toutes les peines du monde pour arriver à peu près 1 000 milliards. Et là, 64 000 milliards. Nous, on s'est dit, ce n'est pas possible. Socialement, là, ça ne sera jamais acceptable. La question suivante, alors, était il n'est pas possible de remplacer toutes les énergies fossiles. On a estimé un tiers est à peu près possible à remplacer. Il faudrait quand même faire un grand effort. Tout le monde devrait faire un effort pour investir dans la production d'énergie renouvelable ou autre chose. Mais un tiers, c'est possible. Alors, se pose la question suivante, mais avec un tiers des énergies fossiles, plus ce qu'on a déjà en électrique, comment est-ce qu'on peut vivre? Donc, oui, c'est ça la conclusion. On arrive à peu près ça, je pense, on pourrait faire dans l'Union européenne. Mais il faudrait quand même considérablement multiplier par 3 tous les investissements. Et ça concerne aussi les particuliers. Ce n'est pas seulement EDF qui doit investir. Tout le monde doit s'y mettre, sinon on ne pourrait pas multiplier par 3. Et donc, nous, on a pensé, un tiers, on peut remplacer. RTE a fait un rapport à peu près 1 an. Et ils sont arrivés à la conclusion, Réseau de transport électrique de France, on fait un rapport comment est-ce qu'on peut vivre avec une neutralité carbone, c'est-à-dire pratiquement sans énergie fossile. Eux, ils sont arrivés à la conclusion qu'il faudrait diviser la consommation d'énergie par 2. Mais ils n'ont pas tenu compte, d'ailleurs, ni la France, ni l'Allemagne, ni la Suisse, tous les pays que j'ai étudiés, personne ne tient compte du bilan énergétique de tout le commerce. Par exemple, les Français exportent des sacs de luxe, des sacs à main de luxe, et ils importent l'acier brut. Si vous exportez un sac de luxe pour 20 000 €,
Vous importez de l'acier brut pour 20 000 €, votre bilan commercial est équilibré. 20 000 € en sortie et entrée. Par contre, le bilan énergétique, croyez-moi, pour faire un sac à main, il ne vous faut pas beaucoup de kilowattheures. Par contre, pour faire 20 tonnes d'acier, il faut beaucoup, beaucoup de charbon. Donc le bilan énergétique des bilans commerciaux est extrêmement négatif dans tous les pays qui sont technologiquement très avancés. Et si on tient compte de ce bilan énergétique de tout le commerce, il faudrait diviser la consommation d'énergie par 2,5. Là. Mais si on a 2,5 fois moins d'énergie, c'est sûr, la quantité de richesse qu'on produit, elle baissera. C'est inévitable. Parce que notre richesse vient du fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de machines qui travaillent pour nous, et toujours plus de machines qui travaillent pour nous, et toutes ces machines ont besoin d'énergie. Et si on a 2,5 fois moins d'énergie, on n'aura pas 2,5 fois moins de richesse. Pas tout à fait, mais il y aura moins. Ça, c'est sûr. Le pouvoir d'achat baissera. Donc, seule une croissance de la qualité est possible. Par exemple, si vous doublez ou triplez la durée de vie de tout ce que vous avez, de votre PC, de votre téléphone, de votre voiture, de vos chaussures, de tout, mais là, on arrive. Donc, pour ça, il faudrait avoir une croissance de la qualité. Mais une croissance des volumes, ce n'est pas possible. Seulement, on a un problème. Nicolas Stern, c'est un ex-vice-président de la Banque mondiale et qui était un conseiller du gouvernement britannique qui a fait une super étude en 2005, un truc qui fait 3000 pages, pour montrer comment est-ce qu'on devrait faire justement ce que je vais vous raconter ce soir. Et il a fait ça pour les économistes. Et on a constaté, Nicolas Stern a constaté l'année dernière que de toutes les publications académiques en économie, qui traitent seulement 0,07% de ces publications traitent du réchauffement climatique. Donc pour les économistes, le réchauffement climatique, ils ne connaissent pas. Voilà une petite courbe pour vous montrer le PIB, produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse que nous produisons, et l'énergie, en 1968 jusqu'à 2016. Et vous voyez, quand le PIB a augmenté de 5,5%, mais l'énergie a augmenté de 5%. Et là, vous voyez l'évolution de la courbe de l'énergie et des richesses produites, mais elles se ressemblent quand même, ces deux courbes. On voit que là, en général, la courbe rouge est un petit peu en dessous. Et c'est parce que les humains, ils apprennent quand même à devenir un peu plus efficaces avec le temps. C'est-à-dire qu'ils peuvent produire la même quantité de richesse avec un peu moins d'énergie. En moyenne, sur les dernières 20 années, on peut produire 1,5% de plus avec la même quantité d'énergie. Ce qu'on appelle l'efficacité énergétique augmente. Mais on voit quand même, grosso modo, qu'il y a une forte dépendance de l'un vers l'autre. Avec 2,5 fois, ou comme les Suisses et les Allemands disent, 3 fois moins d'énergie, on ne va pas produire plus. L'évolution des émissions à gaz à effet de serre. Vous avez vu au début la courbe, mais les émissions à gaz à effet de serre, ça suit à peu près la même courbe. Et là, on a différents scénarios. Le scénario de la politique actuelle, c'est-à-dire, là, c'est des milliards de tonnes de gaz carbonique qu'on met dans l'air. Le gaz n'est quand même pas très lourd. Pour arriver à une tonne, il faut beaucoup. Mais pour arriver à 1 milliard de tonnes, il faut beaucoup, 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 pour avoir une idée. Et donc, il prévoit que jusqu'à peu près 2030 ou 2029, ça va encore légèrement augmenter et après ça va légèrement baisser. Cette courbe vient des données de l'Agence internationale de l'énergie, a été publiée dans The Economist. Ce n'est pas un journal d'extrême gauche. Si tous les gouvernements respectaient les engagements qu'ils ont pris à Paris en 2015, on aura cette évolution-là. Ça nous mènera à peu près à un réchauffement climatique de 2,5 degrés. 2,5 degrés. Et si on voulait vraiment arriver à la neutralité carbone pour réduire le réchauffement à 1,5 degrés, voilà, il faudrait descendre comme ça. Mais ça, aujourd'hui, plus personne, en tout cas les gens sérieux n'y croient plus.
on voit très bien ça, c'est raté, on n'arrivera pas. Mais, donc avec la politique actuelle, c'est sûr, ça va être 3 degrés ou plus. Alors, il faut savoir que l'oxyde de carbone, est comme tous les autres oxydes, c'est des molécules qui sont très stables. Par exemple, l'oxyde d'hydrogène, c'est l'eau. Ah, mais l'eau sur la planète, ça existe depuis un bon moment. Hein. C'est une molécule très stable. L'oxyde de fer, je ne sais pas, les géologues disent que ça existe depuis des milliards d'années. C'est des molécules très stables, mais l'oxyde de carbone est très stable. Et là, vous voyez, ce que nous émettons aujourd'hui, dans 100 ans, il y aura toujours 45% qui seront dans l'atmosphère. Et en 1000 ans, c'est 22%. Le reste, ça peut être absorbé par les mers ou par la végétation. Donc, c'est un processus vraiment long. On ne peut pas prendre ça à la légère. Et voilà comment ça fonctionne, l'effet de serre. Toutes les molécules qui ont 3 atomes ou plus, donc H2O, il y en a 3, là il y en a 3, là il y en a 5, il y en a 3, toutes ces molécules, ils ont un effet. Ils font que la lumière qui vient du soleil, où il y a toutes les couleurs, depuis l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge, toutes les courtes ondes de la lumière, si vous voulez, ça traverse, sans problème. Après, ça ici, là, du soleil, hein, là, vous voyez, ça traverse, ça vient sur la Terre absorbe ces lumières, la Terre, en absorbant, se réchauffe un petit peu, et parce qu'elle se réchauffe un petit peu, elle émet un peu plus d'infrarouge de longues ondes. Sauf que ces longues ondes, infrarouges longues ondes, les gaz à effet de serre les absorbent aussi. Les courtes, ils laissent passer, les longues ondes, ils absorbent. Et quand les gaz à effet de serre les absorbent, là, mais eux-mêmes, ils deviennent plus chauds. Et une partie de cette chaleur va dans l'espace, hein, ce qu'on voit là, une partie va dans l'espace, et l'autre revient sur Terre. Parce que si on n'avait pas de gaz à effet de serre, ni de vapeur, ni de nuages, ni rien, la Lune est à moins 16 degrés en moyenne. Si nous avons sur Terre plus 14 en moyenne entre les pôles et tout, jour et nuit, été et hiver, la moyenne c'est 14, mais c'est justement grâce à tous ces gaz à effet de serre. Et donc, si nous augmentons de 3 degrés, en réalité, ça fait 10%. Nous ajoutons tout simplement 10% de plus comme effet de serre avec tous les milliards de tonnes de CO2 que nous mettons, 6 et 3%. Parce que la différence entre la Lune et la Terre, ça fait 30 degrés. 3 degrés sur 30, ça fait 10%. Si on a déjà, la planète a déjà eu des périodes où il faisait très chaud et d'autres où il faisait très froid. Il y a 20 000 ans, il faisait à peu près 4 à 5 degrés de moins. Et 4 à 5 degrés de moins, ça veut dire que la mer était 120 mètres plus bas, parce qu'il y avait toute cette glace-là qui était sur la Scandinavie, et sur le Groenland, et sur le Canada, et partout. Donc ce n'était plus dans la mer, mais la mer, c'était à 120 mètres plus bas. La Grande-Bretagne n'était pas une île, Stockholm était sous 2 km de glace, Berlin sous 200 mètres de glace, Paris dans la zone permafrost, et la Suisse était couverte de glace. Ça veut dire 4 ou 5 degrés, pour seulement avoir une idée. La civilisation humaine, telle que nous vivons maintenant, elle a pu se développer parce que le climat était stable depuis 10 000 ans. Vraiment stable. Comme ça, l'agriculture a pu se développer. On a eu vraiment une planète particulièrement stable sur ces 10 000 ans. Et c'est ça qui a permis à nous de développer notre civilisation. Alors, si le réchauffement climatique, il y a des choses à savoir. Il y a des conditions mortelles. 34 degrés, avec une humidité de 90%, l'être humain ne tient pas très longtemps. Il peut tenir quelques heures, s'il est robuste, quelques jours peut-être, mais si c'est sur une longue période de temps, il ne tient pas. Même
avec 40 degrés, 50% ou 56 degrés, 20% d'humidité. Pourquoi? Chaque cellule du corps humain, c'est un petit moteur à combustion. C'est pourquoi nous sommes à 37 degrés. Et normalement, chaque corps humain a un système de refroidissement à air. Quand il fait 20 degrés, ça suffit, l'air ambiant, ça nous permet un peu de nous refroidir. Donc le moteur à combustion, c'est comme sur les vieilles coccinelles, réchauffe, ça refroidit à l'air. Par contre, quand on fait un très gros effort, et là on commence à transpirer, et là c'est le système de refroidissement à l'eau qui se met en route avec la transpiration. Parce que quand l'eau change d'état du liquide vers le gaz, ça consomme énormément d'énergie et ça refroidit des surfaces où l'eau évapore. Par contre, si on est à 90% d'humidité, ben plus rien qui peut s'évaporer, parce que l'humidité est déjà saturée. C'est pourquoi ce problème de mortalité. Donc si on a un réchauffement climatique moyen de 3 degrés, ça veut dire que les terres émergées vont se réchauffer à 4,5 degrés, parce que les mers, eux, ils peuvent transpirer, ils se refroidissent un petit peu, et les mers, eux, ils seront peut-être à 2,5 degrés de réchauffement. Les terres émergées, 4,5, en moyenne, ça fait 3. Si vous êtes dans une très grande ville, comme là, il y en a au nord de l'Inde, du Pakistan, des très grandes villes, où il n'y a presque plus de végétation parce qu'il n'y a plus d'arbres, mais là, à l'intérieur de la ville, vous êtes à 7 degrés. Donc, ici, c'est une étude qui a été publiée dans le Lancet, c'est un journal médical britannique, qui a tout simplement regardé, mais avec 3 degrés, combien d'endroits dans la planète vont vraiment devenir presque inhabitables, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois par an. Et donc, ici, ils disent qu'il y a un risque extrême pour la survie des humains. Tout ce qui est jaune. Là. Dans cette zone-là, rien que là, habitent à peu près 700 millions d'habitants aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'il faut appeler ça? Quand cette étude a été publiée, j'ai trouvé aussi un petit article dans The Economist. Je n'ai pas vu beaucoup d'autres choses. Hein. Je ne sais pas pourquoi les médias ne l'ont pas sorti. Pourtant, ils ont pris des hypothèses plutôt conservateurs pour leur propre idée, pour ne pas être accusés d'être trop alarmistes. Comment il faut appeler ça? Moi, j'appelle ça préparation au meurtre de masse. Et 1 milliard de réfugiés climatiques, ça veut dire des guerres partout. Donc, à chaque fois que maintenant quelqu'un sort une nouvelle technologie qui augmente la consommation d'énergie, sans me dire comment il va faire les 100 000 TWh d'électricité décarbonée, je lui dis, tu es un préparateur de meurtre de masse. J'ai envoyé mes calculs et mes courbes à des économistes, des journaux très sérieux, et je dis, montrez-moi où je me suis trompé. Il n'y en a pas un seul qui a pu me montrer où je suis trompé, sauf un qui travaille dans une université allemande qui a dit, tu as raison. Alors, qu'est-ce que ça fait avec les assurances? Vous avez peut-être déjà entendu dans la télévision qu'il y a en France, quand il y a une grosse sécheresse, tout d'un coup, il y a des maisons où les fondations craquent et après, vous avez des fissures partout. Alors, Redfin, commençons déjà par les États-Unis. Redfin, c'est une société américaine de courtage immobilier. Il y a une tempête tropicale au Texas en 2019. Et suite à cette tempête, il y a eu 200 000 ou 220 000 maisons que tout d'un coup, qui avant étaient dans une zone non inondable, ont été déclarées zone inondable. En Californie, avec des feux de forêt énormes qu'il y a eu, il y a 2 000 milliards de nouvelles zones à risque d'incendie. Si vous prenez la valeur de toutes les maisons et tous les bâtiments qui se trouvent maintenant tout d'un coup en Californie dans des zones à risque de feu, ça fait 2 000 milliards. Qu'est-ce qui se passe? Mais à Houston, dans la ville, dans ces zones-là, mais plus personne ne va acheter une maison. Le prix des maisons baisse, les prix d'assurance montent. Même chose en Californie. Alors en France,
on estime qu'il y a 10 millions de bâtiments qui sont dans des risques, si vraiment il y a des sécheresses à répétition et très fortes, que les fondations cassent. Pour réparer, j'avais des recherches pour réparer ces fondations, ça coûte pour une maison 100 000 euros. Vous prenez 10 millions de maisons ou bâtiments multipliés par 100 000, vous avez 1 000 milliards. Donc, il vaut mieux investir cet argent, non pas en réparer les fondations, mais en mettant des panneaux solaires sur le toit pour produire l'énergie décarbonée. Et ça a un effet, évidemment, de tout ça va faire que les primes d'assurance augmentent à beaucoup d'endroits. Et j'ai regardé, avec un réchauffement climatique de 2,5 degrés ou plus, il y a beaucoup de réassurances qui ne réassurent plus. C'est-à-dire, si vous avez une compagnie d'assurance qui a assuré 100 000 maisons de particuliers, elle-même, cette assurance, elle se réassure auprès d'une autre assurance encore plus grande. Et ces réassurances-là, ils ont carrément dit, on ne peut plus. Alors, réchauffement climatique et éthique de l'autolimitation. Le problème, c'est, autrefois, on pensait toujours qu'on n'avait pas assez de réserves. Maintenant, tout d'un coup, on commence à se rendre compte qu'on a trop. Parce que les réserves globales en gaz naturel, depuis qu'on a découvert les gaz de schiste et savoir comment les sortir, et les gistes bitumineux au Canada, depuis qu'on s'est fait exploiter ça, les réserves en gaz, c'est 55 années, en pétrole, c'est 45 années, et en charbon, c'est supérieur à 100 années. Donc le problème, ce n'est pas qu'on n'a pas assez, le problème, c'est qu'on a trop. Il faudrait laisser une grande partie, si on veut un réchauffement climatique inférieur à 2 degrés, il faudrait laisser 75% dans le sol. Et si on brûle tout ce qu'on a, mais là, on dépasse les 4 degrés. Alors, comment se limiter soi-même? On a seulement ce choix ou subir alors les catastrophes. Mais, quelque part, les Hébreux ont compris que les humains ont un problème depuis le début. Vous voyez, il y avait quelqu'un qui était dans un super jardin, qui avait peut-être 1000 ou 10 000 arbres, avec tous les fruits qu'il voulait. Il y a un seul fruit. Là, il aurait dû se limiter. La limitation n'était pas quand même terrible. Admettons, il avait 1000 arbres. 1 sur 1000, ça devrait être faisable, non? Vous connaissez l'histoire. Mais non, Adam a voulu avoir le millième aussi, ou le 1001e, parce qu'il n'est pas capable de se limiter. Est-ce que les humains, vous pensez, sont capables de se limiter? Quel modèle éthique avons-nous pour nous dire « limitons-nous nous-mêmes » La pub nous dit que tu le vaux bien, tu mérites tout. Comment est-ce que dans une telle culture, où est-ce que vous trouvez ça? Est-ce que dans justement une philosophie purement matérialiste, vous pensez qu'on arrivera à se limiter? Voilà un sociologue américain, Christopher Lasch, qui a eu un long rendez-vous interview dans le Figaro. Il a dit, pour le capitalisme financier, la promotion de la personnalité narcissique est une nécessité absolue. Pourquoi la personnalité narcissique, elle pense qu'à elle. Elle a besoin de tout, elle ne partage rien. Peter Gray a publié dans le journal de recherche sur la psychologie une étude en 2014 où il dit 70% des étudiants américains ont des traits plus narcissiques et ont moins d'empathie qu'il y a 30 ans. Est-ce qu'on aura raté un truc avec nos moyens d'éduquer? Là, on n'apprend pas à se limiter. Un théologien évangélique du nom de Tim de Christopher a dit, est-ce que vous voyez là-bas? Lorsque les gens se reconnaissent interdépendants et sont unis, ils ne se laissent plus exploiter. L'aliénation des relations est peut-être l'outil de contrôle le plus efficace et que chaque rappel de nos liens humains affaiblit cet outil. Où est-ce qu'on apprend encore
à donner plus de priorité aux relations humaines qu'à la dernière mode, le dernier iPhone ou la plus grosse voiture. En principe, le lieu où on apprend ça, c'est les églises. Ça peut être un monastère bouddhiste. Mais il n'y a pas tellement d'endroits. Vous ne pensez pas qu'on aura là quelque chose à montrer? L'autolimitation de selon Jésus-Christ. Galates, Lévitique, le Rabbi Hillel et beaucoup d'autres endroits, ils disent toute la loi se résume dans ce seul commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Premier commandement, le plus important. Pourquoi? Parce que l'amour se limite. L'amour laisse la place à l'autre. L'amour du prochain laisse la place à l'autre. Dans une église, normalement, on essaie de faire que tout le monde puisse développer ses dons. Et on est attentif aux dons des autres pour qu'ils puissent les développer. C'est ça l'essence de l'amour. Un des aspects de l'amour, en tout cas, c'est on sait se limiter soi-même pour laisser la place à l'autre. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni rien qui soit ton prochain. Dernier commandement. Et si on mettait ce commandement vraiment en pratique, croyez-moi, un tiers du problème sera résolu. Le problème, c'est quand on se laisse... Il y a des convoitises partout. Toute notre civilisation industrielle est une immense machine à fabriquer de la convoitise. Sur les réseaux sociaux, à la télé, dans les pubs, partout où vous allez. Nous avons un modèle. Jésus-Christ possédait depuis toujours la condition divine. C'est quand même pas peu, la condition divine. Mais il n'a pas voulu demeurer de force égale, l'égale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur en devenant semblable aux hommes. Ce ne serait pas un modèle pour l'autolimitation, pour l'amour du prochain? Bon, alors, concrètement, ce qu'il faudrait faire, c'est ça. Ça, c'est le modèle suisse que l'École polytechnique de Zurich a fait, qui a été retravaillé un peu depuis. Mais là, c'est les énergies fossiles. Là, on est en 2020 à peu près. Et vous voyez, là, il faudrait descendre comme ça. C'est ce qu'il faudrait. Comme je vous ai déjà montré un peu avant, ça veut dire une baisse ici, là où c'est le plus raide, de 6%. Ça veut dire un Covid-19 de plus tous les ans. Donc toute l'économie d'énergie qu'on a fait en 2020 avec le Covid, il faut la maintenir et ajouter un Covid supplémentaire. Et maintenir et un autre Covid supplémentaire pour en avoir quoi? 15-20 ans? C'est ça, en principe, qu'il faudrait. Alors, comme vous savez, les Suisses, ça vote tout le temps. Ça vote aussi pour des lois pour limiter les gaz à effet de serre, ça vote pour des énergies renouvelables ou pas. Ça vote tout le temps. Et je regarde tout, parce que nous aussi, toute notre famille vote, je regarde un peu les arguments. Et très souvent, on voit que les Suisses, ceux qui sont contre tous ces efforts, ils disent c'est d'abord les Chinois, eux, ils émettent beaucoup plus. Sauf que si vous êtes du Liechtenstein, le Liechtenstein va dire d'abord les Suisses, c'est 100 fois plus que nous. Mais il faudrait peut-être regarder combien j'émets moi en tant que personne. Évidemment, un peuple de 1 milliard émet plus qu'un peuple de 10 000. Quel argument? Mais ça marche. Ça marche parfois. Donc, en tant que chrétien, nous ne pouvons pas utiliser ce genre d'argument, parce que le chrétien, lui, il est responsable de ce qu'il fait. Faire ma part. Moi, je suis allé il y a beaucoup de sites qui vous permettent de rentrer un petit peu répondre à plein de questions et rentrer votre style de vie. Et vous regardez, ça correspond à combien de tonnes d'émissions de CO2. Et je vois très bien qu'on est encore trop élevé. Et après, vous pouvez jouer. Vous dites, mais si je fais plus de vacances en Nouvelle-Zélande, ça fait combien? Bon, nous, on n'a jamais été en Nouvelle-Zélande. Hein. Mais je vais vous dire seulement l'exemple. Vous pouvez jouer avec ça. Regardez, vous êtes. Pour la justice énergétique, si on voudrait que tous les
peuples du monde puissent vivre à peu près correctement, il faudrait qu'on se limite à 2000, ou peut-être dans des pays un peu plus froids, 2500 watts par personne. Et de toute façon, la question de l'indépendance énergétique va se poser. Parce que je vous dis qu'on a des réserves de 45 ou 50 ans, mais croyez-moi, ces réserves, ceux qui les ont, dans 10 ou 15 ans, ils vont les garder pour eux-mêmes. Donc il ne faut pas s'imaginer que sur 50 ans, tout le monde a tout ce qu'il veut, et du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Ça ne va pas marcher comme ça. Donc on devra se poser la question de qui est-ce qui veut être dépendant. Parce que beaucoup de ces hydrocarbures se trouvent dans les dictatures. Après, il y a des gens qui rêvent de l'ITER, pour faire beaucoup d'énergie, comme le Soleil. Vous avez 2 atomes d'hydrogène que vous fusionnez pour faire un atome d'hélium, et ça dégage beaucoup d'énergie. Donc ce qui m'intéressait, moi, ce n'est pas les beautés de la technologie. Ce qui m'intéressait, combien il faut investir pour faire ce genre d'appareil. Donc je suis allé sur la liste, j'ai regardé tous les matériaux qu'on a besoin, toutes les machines, j'ai fait la somme, et je vois, mais un machin comme ça coûte à l'investissement 5-6 fois plus cher que les éoliennes, plus les panneaux solaires, plus tout ce qu'il faut pour stocker l'énergie. Et en plus, j'ai lu ça il y a 10 jours, que le budget est dépassé de 400%. Alors d'autres disent, mais il faudrait faire tout plein d'EPR. Les dernières centrales nucléaires. Alors j'ai regardé, si on fabriquait 100 000 TWh, c'est une hypothèse, hypothèse de travail. Si on fabriquait 100 000 TWh avec des EPR, et si en plus on exploitait tous les mines d'uranium jusqu'à une teneur de 0,01%, actuellement, les moins denses c'est 200 et les plus denses c'est 20 000 ppm ou un millionième d'uranium dans un mètre cube de sable que vous sortez de la mine. Donc si on exploitait tout jusqu'à là, en dessous de la moitié du minimum actuel, et vous voulez faire 700 000 TWh en 15 ans, il n'y a plus d'uranium. Ce n'est pas une solution non plus. À long terme, il y a une seule solution nucléaire, c'est les neutrons rapides. Je ne vais pas vous faire la technologie, mais ça, la France a déjà commencé à travailler, on n'était pas loin de le faire marcher, c'était le Superphénix. Il faudrait faire des petits Superphénix. Dans mon livre, j'ai écrit les détails, comment ça devrait marcher, parce qu'il y a différentes entreprises qui travaillent sur le sujet. Avec ça, on pourrait produire pas mal. Avec tous les déchets nucléaires en uranium qu'on a en France, si on les exploitait dans des systèmes à neutrons rapides, mais je pense qu'on aurait pour 2 siècles, voire 3, de réserve, minimum. Bon, mais ça aussi, ça coûte quelque chose. Donc, une fois que vous avez la solution technique, vous regardez le coût. Et si vous regardez le coût, vous remarquez, mais on tombe toujours à peu près au même problème. En fin de compte, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il faut, comme dit le rapport de RTE et d'autres, il faut vraiment diminuer la consommation d'énergie. La disponibilité de cuivre. En octobre dernier, l'Agence internationale de l'énergie a dit « Alerte, alerte !» Un problème. Si tout le monde veut faire tout en électrique, les voitures, les moteurs électriques ont besoin de cuivre, les câbles de transmission d'électricité ont besoin de cuivre, les transformateurs qu'on met partout ont besoin de cuivre, on a besoin de cuivre partout. Ils ont dit « Alerte !» Regardez ce qui va arriver là. Ça, c'est les mines actuellement en opération, en bleu clair, en bleu foncé, c'est les mines de cuivre en construction. Si on prend le scénario de la neutralité carbone, à partir de à peu près 2025, là, la demande va dépasser l'offre. C'est d'une manière assez constante. Donc tous ces économistes qui pensent qu'on peut tout simplement remplacer toutes les énergies fossiles par de l'électricité, ils ont ignoré ça. Ils ont sonné l'alarme. Presque aucun média l'a repris. Pour le lithium, c'est pareil, ça c'est la production. Pour le cobalt, c'est les 2 choses qu'on a par exemple besoin dans des voitures électriques. Vous voyez le scénario? Bon, on peut encore mettre des mines en route, mais ça prend du temps.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas plus de lithium dans le sol. Dans le sol, il y a encore assez de lithium. Sauf pour le mettre en route, il faut du temps. Ça prend 10, 15, 20 ans. Donc il faut vraiment voir, même la croissance verte a des limites. Pour purifier tous ces métaux, parce que le cuivre, ce n'est pas du cuivre propre qui est dans le sol, c'est des sulfates de cuivre ou d'autres liaisons chimiques qu'il faut casser. Et pour casser toutes ces liaisons chimiques, il y a toute une série de procédés. Pour certains métaux, ça peut monter à 20 à 12 procédés pour vraiment avoir un métal très pur, comme il faut par exemple dans les batteries de voitures. Et pour purifier ça, on a besoin de solvants. Et pour les solvants, c'est de l'acide sulfurique très souvent. Et pour l'acide sulfurique, on a besoin de soufre. Le recyclage des batteries a besoin des mêmes acides ou des mêmes solvants. Et voilà une étude qui est sortie, parce que beaucoup de ces solvants viennent des raffineries, parce que les raffineries doivent sortir le soufre. Hein. Vous avez plus de soufre dans le diesel, parce que les raffineries le sortent. Donc les raffineries produisent 400 millions de tonnes de soufre par an, qui est presque gratuit. Et avec ça, on peut faire tous ces solvants. Sauf si avec les raffineries, ça descend comme ça, et le besoin de solvants monte comme ça, on aura un problème. Donc même si on ouvrait tout plein de mines, partout, on aurait encore tout. Partout où j'ai regardé, je suis toujours tombé sur des problèmes. Se dire pas, c'est rare, parce qu'on peut sortir le soufre de la terre. On peut faire des mines de soufre, parce que dans la sol il y a le soufre. Mais c'est un procédé aussi très polluant et assez compliqué. Donc ça va devenir plus cher, le soufre va devenir plus cher, les métaux vont devenir, tout va devenir plus cher. Et qu'est-ce qui se passe quand tout devient plus cher? Mais le pouvoir d'achat il baisse. Il manquerait donc à peu près 300 millions de tonnes en 2040 pour le soufre. L'économie circulaire de l'électronique et des batteries est donc aussi limitée. Parce que j'ai lu des articles ou des livres même où ils disent qu'il faut faire une économie 100% recyclée. Mais vous n'arriverez jamais à recycler 100% et récupérer tous les métaux. Il y a toujours des pertes. Dans le meilleur cas, vous récupérez 90%, en moyenne, c'est plutôt 80%. Donc, il y a vraiment des limites de la croissance. Pour les batteries, les métaux sont responsables de 50% du prix de la batterie, et la batterie fait 50% du prix de la voiture électrique. Je vous garantis, en 2030, les voitures électriques ne vont pas être moins chères qu'aujourd'hui. Il y a toute une série de recherches en cours, ça pourrait avoir d'autres solutions, mais regardez, il y a des gens qui pensent qu'on va pouvoir remplacer 1,2 milliard de voitures et camions dans le monde. Si on voulait vraiment toutes ces voitures à diesel et essence actuellement qui circulent, si on voulait remplacer tout ça par des voitures électriques, il faudrait multiplier la production de lithium par 42. Augmentation, 4200%. Si on fait les politiques annoncées, c'est multiplié par 20. Donc le prix des voitures, ça va augmenter, c'est inévitable. Et si l'État pense qu'il va pouvoir subventionner toutes les voitures électriques pour tout le monde, c'est l'État qui va faire faillite. Alors, là, ça va être d'abord un peu négatif, mais ça va terminer positif sur les voitures électriques. Je voudrais quand même vous dire ça. Parce que ça m'énerve quand je vois des pubs où c'est marqué zéro émission CO2. Des trucs comme ça m'énerve, c'est pourquoi je vous ai fait ça. Pour produire une batterie, actuellement, ça émet entre 60 et 146 kg de CO2 par kilowattheure de stockage de batterie. Donc une Tesla qui a 100 kWh de stockage dans sa batterie, mais vous multipliez ça par 100 pour les émissions de CO2. Un moteur à essence émet 100 grammes par kilomètre. Vu que l'électricité qu'on produit, elle, n'est pas tout décarbonée, surtout en Allemagne et en Pologne et en Chine, donc même l'électricité qui a été dans la voiture, elle a aussi émis du CO2.
Et puisque 70% des batteries sont fabriquées en Chine, si la voiture roule en Allemagne, il faut que ça roule au minimum 400 000 km avant qu'elle ait émis moins de CO2 qu'une voiture à essence. Et vous voyez, les données, ça vient du Environmental Research Institute Sweden. Les batteries, par contre, et là je viens avec le positif, là j'ai pris l'exemple de la voiture la plus grosse, avec 100 kWh de batterie, et ça roule en Allemagne. Si les batteries étaient fabriquées en France, entièrement, y compris les métaux, et la voiture roulait en France, ce sera une autre paire de manches. Ce sera beaucoup moins. Mais là, je vous ai donné ce mot parce que c'est pu m'énerver. Par contre, les batteries maintenant, si on en prend soin, ils peuvent aller à 6000 cycles de charge-décharge. Et si, avec un cycle de charge-décharge, vous faites 200 km, la voiture, avec une batterie, fait 1,2 million de kilomètres. Il y a quelques semaines, j'ai lu des études qui ont travaillé sur des batteries de lithium-titane et pensent pouvoir monter à 20 000 cycles de charge-décharge. La batterie sera un peu plus grande, mais 20 000. Si vous faites 20 000 cycles de charge-décharge, avec 200 km par charge, vous arrivez à 4 millions de kilomètres. Alors, celui qui achète aujourd'hui une voiture peut donner ça encore à ses petits-enfants. Donc, vous voyez, quand je vous ai dit il faut augmenter une croissance de la qualité, c'est ça ce que je veux dire. Tout le monde n'aura pas sa voiture électrique. Par contre, si, dans un voisinage, on peut arriver à s'entendre et on partage quelques voitures électriques, et le reste on fait avec des vélos électriques pour les petites distances, ça peut tout à fait marcher. Mais à chacun sa Tesla, ça vous garantit que ça ne marchera pas. Il y a des recherches sur des batteries sodium-ion. Ils ont une plus faible densité, ils sont moins chers, ils supportent le froid, ils ont plein d'avantages, mais encore trop d'inconnus. Ça pourrait peut-être faire que le prix des voitures ne va quand même pas aussi augmenter comme je vous ai montré sur les courbes, mais ça va diminuer un petit peu l'autonomie. Si jamais ça marche vraiment avec un nombre de cycles de charge-décharge suffisant, ça pourrait être une technologie intéressante à surveiller. Et donc, tout n'est pas noir. Éventuellement, ça c'est une solution, mais vous aurez peut-être alors pas 200 km, mais seulement 120 ou 150. Les routes en France. Vous avez déjà remarqué que les raffineries, ça produit autre chose que du pétrole et du gaz et du soufre ou du GPL. Ça produit des trucs qu'on met sur les routes. Le truc là qui pue. Mais c'est des déchets des raffineries. En France, pour entretenir 1,1 million de kilomètres, on émet 40 millions de tonnes d'enrobés. Et pour ça, on a besoin de 2,5 millions de tonnes de produits qui viennent des raffineries. Sauf qu'en 2050, on devrait avoir presque plus de raffineries. D'où est-ce que ça vient? Il y a des gens qui ont réfléchi là-dessus. Eiffage, j'ai regardé leur brevet, ils ont travaillé là-dessus, ils pensaient qu'on peut le lignine, qui est un résidu de l'industrie papier, qui est actuellement seulement brûlé pour chauffer les processus industriels, ce lignine-là, on pourrait, au lieu de le brûler, on pourrait l'utiliser pour faire des chaînes de carbone plus courtes, ce genre de chaînes qu'on utilise pour mettre dans l'enrobé, pour remplacer le bitume. Et ça marche, ils ont fait des tests, il y a des tronçons de route nationale, ça marche. Sauf que le maximum qu'on pourrait produire, c'est 0,5 million de tonnes. Alors, est-ce que vous pensez qu'on pourrait vraiment multiplier la consommation de papier par 5 pour entretenir nos routes? Et alors, l'industrie pétrochimique, elle va aussi réclamer 8 millions de tonnes de chaînes de carbonés, des chaînes de carbone, pour faire des engrais, des plastiques, des solvants et autre chose. L'aviation voudrait 2 millions de tonnes, et les navires, évidemment, ceux qui vont très loin, voudraient aussi quelque chose. Là, tout ça, ça ne viendra pas avec l'industrie de papier. Alors, quels sont les changements systémiques et philosophiques pour bien vivre avec moins? Ça, c'est la question à laquelle je veux maintenant répondre. Alors, il y a 4 paramètres sur lesquels on peut jouer. Le premier, c'est l'efficacité énergétique. Si vous avez une maison que vous chauffez, ça vous coûte tant et tant de mètres cubes de gaz. Si vous isolez très bien votre maison, on a un voisin qui a divisé sa facture de chauffage par 6
Parce qu'avant, c'était très mauvais. Après, il a fait tous les travaux qu'il faut. Il a divisé par 6. La qualité, sa maison n'a pas diminué en taille. Donc, il a toujours la même qualité de vie. Donc, pour le même confort de vie, vous divisez l'énergie par 6. Ça veut dire, ça s'appelle TK1 en efficacité énergétique. Ça, c'est le premier paramètre sur lequel on peut jouer, la mobilité. Si vous mettez des panneaux solaires photovoltaïques sur le toit, vous avez une petite voiture électrique que vous chargez quand il y a le plus de soleil, vous faites TK1 d'efficacité énergétique. Si vous voulez la charger la nuit, bon, maintenant on a encore beaucoup de nucléaire et peu de renouvelables, mais le jour on a beaucoup plus de renouvelables. Si vous la chargez la nuit, parce qu'à midi vous êtes ailleurs, mais le photovoltaïque, ça produit énormément d'énergie pendant 5 heures par jour, s'il y a du soleil. Donc, si vous chargez la nuit, toute cette énergie, il faudrait la stocker quelque part. Et si vous la stockez derrière un barrage d'eau, vous perdez en efficacité. C'est-à-dire, toute l'énergie que vous mettez pour mettre l'eau en hauteur, et après, quand ça redescend, il y a beaucoup de pertes, et toutes ces pertes, ça va faire que vous perdez à peu près 50%. Donc, il vaut mieux avoir un panneau solaire sur le toit, une petite voiture électrique au garage, et charger la voiture quand il y a du soleil. Là, c'est vraiment un paramètre efficacité énergétique, et ça peut faire beaucoup. On peut faire une utilisation optimale des objets, des machines et des infrastructures. Ça veut dire quoi? Il faut partager tout ce dont on ne se sert pas régulièrement, créer des relations de confiance dans le voisinage ou dans l'église ou ailleurs, et faire une éducation à moins d'individualisme narcissique. Ça, c'est le paramètre utilisation optimale des objets. Et ça, je vais vous détailler plus tard. Il faut avoir une croissance de la qualité avec une prolongation de vie de tous les objets, des machines et des infrastructures. Quand j'ai visité un de ces quartiers de 2000 watts, un des responsables est un polytechnicien. Je l'ai invité dans un restaurant, on a discuté parce que je voulais expliquer comment ça marche chez eux. Et au plein milieu du repas, il s'est levé, il a dit « Viens voir ». Il m'a montré comment il a cousu un morceau de tissu sur son pantalon qu'il use toujours parce qu'il fait du vélo. Il fait du vélo là, tout le temps. Le polytechnicien était fier d'avoir réparé lui-même son pantalon pour prolonger sa vie. Mais bon, là, il faudrait quand même agir là-dessus. Donc, prolongation de vie, il faut acheter moins, mais de meilleure qualité. Il faut se libérer de la vanité des modes et des publicités. Il faut créer son identité autrement que par la consommation ostentatoire. Si on a l'impression que je suis quelqu'un seulement parce que je roule avec une grosse voiture, et sinon je suis personne, si je crée mon identité, si ma valeur dépend de ça, on va avoir un problème pour renoncer. Et quatrièmement, il faut choisir ou subir une baisse du pouvoir d'achat. C'est les 4 paramètres sur lesquels on peut jouer. Donc on peut choisir la sobriété matérielle. Si vous remplacez une voiture par un vélo électrique, vous avez choisi une sobriété. Peut-être vous faites en même temps quelque chose pour votre santé, parce que vous prenez le vélo. Et sinon, sinon, on aura tout simplement des gens qui sont frustrés parce qu'ils ne peuvent plus acheter tout ce que les pubs leur suggèrent. Et ce qu'on appelle les désirs mimétiques frustrés, ça va faire plein de gilets jaunes. Et pour brûler les Champs-Élysées 10 fois, ça ne changera rien sur les problèmes de l'énergie. Après, je suis tombé sur un article dans le New York Times qui dit comment on pourrait faire l'utilisation optimale. Il y a 2 visions vraiment très différentes sur l'utilisation optimale. C'est important. Première solution, tout le monde possède le strict minimum, le reste est loué le temps nécessaire, les logements, les voitures, les appareils électroménagers, les vêtements, les meubles, les téléphones, les télévisions, les livres, tout est loué et vous possédez presque plus rien. Et ce sont les entreprises de l'Internet qui vont tout gérer pour vous. Parce que vous l'utilisez quand vous avez besoin, vous le renvoyez quand vous n'avez plus besoin. Et c'est les grosses entreprises de l'Internet qui vont tout gérer. C'est ce que j'appelle, moi, un nouveau féodalisme. Par contre, l'individualisme narcissique, il peut toujours continuer.
Chacun pourrait être tout seul devant ses écrans dans son appartement et cliquer pour louer les choses qu'il faut. Par contre, ça aurait d'autres limites. Et on aura une nouvelle forme de féodalisme, comme autrefois on avait des serfs au Moyen-Âge. Donc ça, c'était l'article dans le New York Times, « How Nothingness Became Everything We Wanted ». Les data centers seront de plus en plus énergivores, ça je ne peux pas vous expliquer, on n'a pas le temps, parce qu'on pense qu'il y a toujours plus de données, mais l'électronique arrive aussi à une limite. On n'arrive pratiquement plus à augmenter l'efficacité énergétique de l'électronique. La solution deuxième, c'est les citoyens optimisent l'utilisation, comme dans les quartiers de 2000 watts. Donc il faut réapprendre à vivre ensemble et partager certains objets. Ça, c'est l'autre version du deuxième point, du deuxième paramètre. Donc l'individualisme narcissique devient plus rare, la rentabilité du capital est plus faible, comme dans les coopératives que je vais vous expliquer là. Vous voyez, l'idée de bien vivre avec la rareté, là vous avez compris l'aspect rareté, je pense. Maintenant vient l'aspect bien vivre. Cette idée de bien vivre avec la rareté, ça ne vient même pas des Suisses, ça vient d'un chercheur brésilien qui, en 1985, a regardé au Brésil, où il y a beaucoup de riches et de pauvres et tout, combien d'énergie il faut pour être heureux. Et il a vu, si on a à peu près 1000 watts de consommation moyenne permanente, ça veut dire en 24 heures, ça fait 24 heures fois 1000 watts, ça fait 24 kilowattheures. Ça, c'est la consommation moyenne. Avec ça, on peut bien vivre. Et après, il a remarqué, ceux qui consomment plus, parce qu'ils achètent plus, ils ne sont pas plus heureux. Il y avait une limite. En dessous, ils sont malheureux. En 85, à 1000, ils ont atteint un certain niveau de satisfaction, et après, ils pouvaient monter à 10 000, ça ne changeait plus. Ça, c'est l'origine. Donc, il faut déjà avoir des bâtiments, là, comme dans ces quartiers, ils ont vraiment très faible consommation d'énergie. Le responsable du quartier m'a dit, chez eux, le chauffage tournait au maximum 7 semaines par an. Le reste, on n'a pas besoin. C'est le soleil qui fait le reste. Après, ils ont des entreprises, ils ont mis plein de choses dans le quartier. Ici, dans ce quartier, habitent 1500 habitants. Ça fait que vous avez besoin de vous déplacer moins. Après, ils partagent tout plein de choses. Ils partagent des salles de fête, des studios pour visiteurs, des ateliers, des voitures et vélos électriques, un sauna. Tout ce qu'on n'a pas besoin tout le temps, comme j'ai dit tout à l'heure, ils partagent. Là où je vis, dans notre maison, j'ai une perceuse pour faire un trou. Elle sert quoi? Un quart d'heure par an? Mais mon voisin, il a une perceuse. Elle sert combien de temps? Un quart d'heure par an. Alors ça, c'est vraiment pas optimal. Mais eux, ils ont dit, pour les 1500 habitants, un très bon atelier de bricolage qui a les meilleurs équipements possibles, avec une formation pour les utiliser, et on met ça en commun. Des studios pour visite. Tout le monde n'a pas besoin d'un salon de 50 mètres carrés parce qu'il reçoit 2 fois par an les enfants. Donc eux, ils ont des logements qui sont plus petits que la moyenne en Suisse. Par contre, s'ils reçoivent du monde, ils peuvent bien les recevoir, parce qu'il y a des salles de fête avec super cuisine pour faire des fêtes. Et ils peuvent louer des studios, tous les gens qu'ils reçoivent, mais ils louent un studio pour eux. La salle de fête pourrait être de toute façon gratuite. Ça vous permet d'avoir des maisons et des logements plus petits, et pourtant avoir la qualité. Ils ont quelques voitures électriques, ils ont une application dans leur quartier, et vous faites 3 fois clic, vous prenez la voiture électrique, et ça vient après avec la facture du logement. C'est quand même pas une vie affreuse, même si vous n'avez pas chacun sa voiture. En plus, ils ont des camionnettes et tout ce qu'il faut. Parmi nous, je ne pense pas que tout le monde peut avoir une grosse, une petite, une moyenne camionnette, plus une voiture et tout ça. Mais eux, ils prennent ce qu'ils ont besoin. Ils ont même un sauna sur le toit. On a visité, j'ai amené Madame la maire de Lunéville, plus le vice-président de la communauté des communes, à Zurich. Je leur montrais le quartier. Je dis, les riches qui ont une Ferrari dans le garage, vous pensez qu'ils peuvent aller au 11e étage, prendre un sauna, et après le sauna, sous une pergola,
prendre une bière froide avec une vue sur toute la ville? Mais non, ils ne peuvent pas. Ils sont dans leur villa, en bas, ils voient le mur du voisin. Donc, vous pouvez avoir beaucoup de choses si vous les mettez en commun. Et voilà le résultat. J'ai essayé d'estimer, ensuite avec toutes les études, ils ont publié énormément d'études sur ce quartier, l'école polytechnique. J'ai essayé d'estimer et on voit en Suisse, actuellement, suivant les différentes hypothèses, consomme à peu près 7 kWh d'énergie en moyenne permanente. Vous multipliez ça par 24, comme ça vous avez les kilowattheures par jour. Pour le bâtiment, c'est ça. Et si vous regardez le quartier, le bâtiment c'est très peu, l'électricité de l'habitation c'est un peu moins, la mobilité c'est beaucoup moins, l'alimentation c'est un petit peu moins, parce qu'ils font attention, ils ont leur propre coopérative de maraîchage, mais ça c'est un sujet à part, qui est très intéressant. Mais je ne peux pas vous développer, mais quand même, 50% de toute l'énergie de l'alimentation, ça vient des transports. Entre les transports des engrais jusqu'au transport des cartons et des plastiques et tous les machins, qu'on transporte à travers le monde entier jusqu'à ce que ça arrive chez nous, 50%. Eux, ils ont un panier de légumes bio moins cher de leur propre coopérative de maraîchage. Ça fait déjà, rien que là-dessus, beaucoup de moins d'énergie pour la mobilité ou pour les transports. Et l'énergie grise, parce qu'ils font très attention, leurs bâtiments, c'était du béton recyclé et plein d'autres choses. Donc, l'énergie grise, c'est quand même énorme, vous voyez, parce que là-dedans, il y a aussi toutes les infrastructures, toute l'énergie qu'il faut pour entretenir les routes, pour l'armée, pour le gouvernement, pour tout ça. Ça fait quand même beaucoup. Et eux, ils ont besoin beaucoup moins de mobilité, aussi un peu moins de transport, donc les infrastructures peuvent vivre plus longtemps, parce que ça circule moins sur la route. Donc, ça diminue un petit peu. Voilà. Là, ils ont encore fait une expérience avec des studios, des appartements, où il y a dans chaque coin de cette salle commune, salle à manger, cuisine commune, il y a dans chaque coin un studio. Ça fait 4 studios dans les coins, qui sont des T1 ou T2, et ils cuisinent ceux qui veulent ensemble, parce que dans chaque T1, T2, il y a seulement une petite kitchenette. Et là, ça c'est vraiment encore une expérience qu'ils ont poussé plus loin, parce que là, il y avait pas mal de gens, par exemple, des foyers monoparentaux. Tout d'un coup, ils peuvent s'arranger là. Ah, tu fais la cuisine demain, moi je la fais après-demain, et on s'organise. Ah, tu vas chercher les enfants à l'école, tu peux aussi chercher les miens. Vous voyez? Bon, au début, c'était tellement révolutionnaire qu'ils ont eu peu de la peine à louer les logements, mais maintenant, ça marche très bien. Il y a moins de solitude, parce qu'il y a plus d'entraide. En Suède, 50% des logements sont habités par une seule personne. Parce que l'individualisme narcissique a encore été poussé un peu plus. C'est-à-dire une personne a besoin d'une cuisinière, lave-vaisselle, lave-linge, toutes les machines pour une personne. Mais là, vous pouvez avoir 10 personnes qui ont ça une fois, et de bonne qualité. J'ai visité ce quartier à Toulouse, ils ont fait pratiquement, ils ne connaissent pas les Suisses là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la même chose, parce que tellement ça semble évident. Et je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais quand j'ai visité ça quand même, une petite histoire, la personne qui m'a fait le guide à travers ce truc-là, c'est quelqu'un qui a une profession libérale, qui n'a pas beaucoup de revenus. Elle vit dans un petit logement, mais elle peut inviter ses amis pour faire un barbecue sur le toit, sous une pergola avec une terrasse végétalisée, et inviter ses amis, parce qu'ils ont même mis des réchauds de fondue, de raclette, et je ne sais pas quel sorte d'équipement, des machins comme ça, dans une salle, en commun. Donc vous avez besoin de très peu, vous pouvez faire une fête sur le toit avec une vue sur Toulouse. Alors, vivre mieux avec moins. Donc, toutes les techniques sont disponibles à un coût raisonnable.
Les équipements partagés réduisent l'énergie grise et protègent les foyers aux faibles revenus. Ça, c'est la décroissance de la quantité avec une croissance de la qualité qui est accessible à tous parce qu'on partage. Ça réduit la mixité sociale, je ne vais pas parler de ça, mais dans ces quartiers 2020, le but, c'est d'avoir la même mixité sociale dans le quartier que la moyenne de la ville où se trouve le quartier. À Zurich, 40% des habitants sont nés à l'étranger. Dans le quartier, 40% des habitants sont nés à l'étranger. J'ai parlé à un des responsables, je lui ai demandé est-ce que parmi tous ces enfants immigrés-là, est-ce que vous avez des problèmes à l'école, des échecs scolaires? Il m'a dit peut-être, mais je n'ai jamais entendu parler. Pourquoi? Mais parce que les gens se connaissent. Mais si un enfant a des problèmes à l'école parce que ses parents ne parlent pas ni le dialecte, ni l'allemand, ni aucune langue là qu'on parle à Zurich, mais il peut faire les devoirs chez l'autre enfant à côté. Donc, et ça fait, dans ce sens, le quartier devient le premier niveau de la protection sociale, car diviser l'énergie par 2,5 produira moins de tout, y compris moins de bureaucratie de l'État. Donc, alors là, vous comprenez maintenant pourquoi la fraternité n'est pas une niaiserie dépassée, mais une condition pour bien vivre avec 2 à 3 fois moins d'énergie. Il faut apprendre à vivre dans des quartiers qui partagent objets et infrastructures. Le shopping et la consommation ostentatoire ne peuvent plus être la source première du sentiment que nos vies ont un sens. Mais où trouver du sens, c'est difficile dans le hasard. Parce que le hasard, lui, il va dans tous les sens. J'entends souvent des gens qui font des conférences, ils disent mais il faudrait remplacer le matérialisme et la consommation par du sens. Mais où trouver le sens si on croit que tout est rien que hasard? On n'arrivera pas. Donc là, les chrétiens ont quelque chose à dire à ce sujet, il me semble. Michel Foucault et Jacques Derrida ont déconstruit tout ce qui peut donner du sens. Ils n'ont rien reconstruit. Ce sont toutes les choses, objets, sujets, hommes, femmes, bien, mal, beau, moche, toutes les catégories qu'on pourrait avoir, qui pourraient donner du sens et une orientation, ça a été déconstruit. Et on n'a rien construit à la place. C'est d'ailleurs exactement ce qu'un nihiliste, le philosophe qui est à l'origine du nihilisme russe, en 1860 a dit. Le nihilisme, ça veut dire on met tout à la poubelle, tout ce qu'on a hérité de nos pères, on met à la poubelle, et on n'a aucune obligation de construire derrière. La seule chose qu'on accepte, c'est les lois de la physique, sinon rien. Aucune éthique, aucune morale. Mais nous sommes un petit peu dans cette situation. Après qu'on a tout déconstruit, on n'a rien construit, et c'est la consommation qui a rempli le vide. Et voilà ce vide, les artistes, parfois il faut regarder les artistes, c'est intéressant. Ça, c'est des œuvres d'art dans un musée à Houston. Ça s'appelle, là, vous ne voyez peut-être pas, mais ça, c'est une œuvre d'art, ça s'appelle Monochrome blanc. Là, c'est aussi des monochromes, 3 œuvres. Vous pouvez même vous asseoir là pour bien méditer sur les œuvres qui sont des monochromes bleus et monochromes autre chose. Mais ça vous fait rire. Moi, ça me fait pleurer. Ce vide-là. Ils s'expriment, ils ressentaient ce vide, et ils l'ont exprimé. Autre exemple, ça, c'est les philharmoniciens de Berlin. Ils ont joué le morceau de John Cage qui s'appelle 4 minutes 33 de silence. Alors, vous avez tout le monde est assis là, des instruments à côté, et vous avez le chef d'orchestre qui tourne des pages. Et sinon, vous entendez rien. Mais c'est une autre façon d'exprimer le vide. Vous pouvez regarder, vous trouvez ça sur Internet. John Cage, 4 minutes 33, BBC, au Berlin, vous trouvez ça. Mais ce qui est intéressant, ce qui m'a frappé, quand le dirigeant, sa baguette qu'il a posée, vous aurez dû voir le public, mais ils ont applaudi comme dans un concert de rock. Mais qu'est-ce que c'est comme célébration du vide? Si moi j'avais été là, j'aurais fait comme ça, parce que j'aurais confirmé le vide.
Mais non, eux, ils ont applaudi. Vous voyez, ça, pour moi, ça me montre que l'être humain n'est pas fait pour du vide. Ils étaient obligés d'applaudir et faire sortir leurs émotions pour quelque chose. Peut-être ils étaient sous tension, je ne sais pas quoi. Mais c'est quand même impressionné comment ils ont été applaudis. Alors, comprenez, nous avons besoin d'une éthique capable de se limiter soi-même, une éthique de la non-puissance qui préfère les bonnes relations au pouvoir, et au pouvoir d'achat, au pouvoir sur la nature et tout le reste. Donc, la liberté de l'individualisme narcissique, elle dit « je suis libre si je fais avant tout ce dont j'ai envie ». Là, je n'ai pas pu m'empêcher de vous montrer une pub, 2 pubs. Là, c'est vivre la liberté augmentée. Ça veut dire rouler avec une voiture comme ça dans un paysage sauvage. Et là, c'était une voiture comme ça. Les deux ont fait la promotion de la liberté, comme ça. Vous êtes libre si vous dépensez beaucoup d'argent pour rouler avec un machin pareil dans un paysage sauvage. Par contre, celui, le PDG de la chaîne qui fait montrer ses pubs, il a dit « Nous avons des minutes de cerveau disponibles à vendre ». Ça veut dire quoi? Les pubs sont faits pour tellement vous influencer que ce n'est plus vous qui faites le choix. C'est les pubs qui remplissent votre cerveau que la chaîne avant a vidé. C'est-à-dire c'est la négation totale de la liberté. Nos désirs mimétiques sont déterminés par les publicitaires. Vendre l'obéissance aux envies comme liberté, c'est la plus grande tromperie de notre civilisation industrielle, avec des conséquences désastreuses pour la planète. Donc une bonne réflexion sur la liberté, c'est important. Jacques Ellul a dit « La technique prétend libérer l'homme, mais en réalité, elle s'est érigée en puissance incontestée qui ne supporte pas d'être jugée, échappe à tout contrôle démocratique, épuise les ressources naturelles et forme à l'intérieur de la société un véritable système technicien. Elle menace l'homme dans ce qu'il a de plus précieux et de plus fragile, sa liberté. » Qu'est-ce qui s'est passé quand on a eu le débat dans la société pour introduire la 5G dans la téléphonie? Tous ceux qui ont dit « Ah mais non, ça consomme trop d'énergie », qu'est-ce qu'on leur a dit? Vous êtes des amiches. Bon, pour moi, c'est un compliment, mais je pense pour celui qui l'a dit, ce n'était pas un compliment. Vous voulez retourner au Moyen-Âge? On a besoin de la 5G, pourquoi? Un truc que j'ai entendu, un des arguments, comme ça on peut faire la chirurgie à distance. Qu'est-ce que fait l'ingénieur? Il regarde quelle est la vitesse de transmission dans les fibres optiques, quelle est la vitesse de transmission maximum de la 5G, et ils ont remarqué que la fibre optique va 1000 fois plus rapide. Pourquoi j'ai besoin de 5G si j'ai déjà un truc qui est 1000 fois plus rapide? En plus, pour 250 €, vous achetez un brouilleur de GSM qui brouille tous les signaux de la 3G et 4G. Je pense sur le Darknet, vous trouvez déjà des brouilleurs de 5G. Alors, imaginez quelqu'un est en train de faire une opération au cœur ouvert et quelqu'un met un brouilleur en route. C'est du pur mensonge. Tous les arguments que j'ai entendus en faveur de la 5G, c'était du pur mensonge. Mais, comme je disais, il n'y a plus de contrôle démocratique. Le système technicien est devenu quelque part autonome. C'est le plus grand danger pour la liberté parce qu'il n'obéit à aucun contrôle démocratique. La vraie liberté, voilà, je connais quelqu'un qui a une beaucoup meilleure idée de la liberté. Jean, ça, vite, vous reconnaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité sur la 5G aussi. Toutes les vérités. Et, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. La liberté est centrale dans l'Évangile. 80 fois, vous trouvez la notion de liberté ou affranchissement. Parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon une loi de liberté. Jacques, quand dit toujours que c'est l'apôtre des lois. Quelle loi, il dit? La loi de la liberté. Je n'ai jamais entendu une prédication sur la loi de la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Jacques, après, il parle de la langue. Avec la langue, on peut faire beaucoup de mal.
Alors, vous faire quoi? Vous pouvez tuer la liberté de votre vis-à-vis. C'est un exemple comment on peut tuer la liberté en disant des choses blessantes, vexantes, méchantes. La loi de la liberté, ça fait que l'autre se sent libre. Quand je parle et que j'agis, ça fait que l'autre se sent libre. Ça, c'est la vraie liberté. Hannah Arendt a dit dans The Crisis of Culture, quand on la considère du point de vue politique, la liberté a un caractère despotique. Elle est donc haïe des tyrans qui craignent à juste titre la concurrence d'une force coercitive qu'ils ne peuvent pas monopoliser. C'est ça. La vérité, on la déconstruit. Et maintenant, on s'étonne qu'il y a tellement de fake news et tout le reste. Les tyrans, par contre, ils adorent tout ça. Quand on a déconstruit la vérité, la notion de vérité, ça détruit la liberté, ça détruit tout. Et ça fait qu'après, on a tous des relations distendues et on ne peut plus résister ensemble à cette culture technicienne. Il y a un problème d'insatiabilité. L'Agence internationale de l'énergie a écrit « Les gains d'efficacité énergétique sont annulés par des changements de comportement des humains. Pour avoir le sentiment d'être important, on veut toujours avoir un peu plus. » Tant que je veux toujours avoir un peu plus, ça va parler. Hein. Rockefeller, David Rockefeller, qui est encore, si on convertit en dollars constants, l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité. Il était, je crois, converti aujourd'hui, ça fera quelque chose presque comme 400 milliards, à lui tout seul. Un journaliste lui a une fois posé la question, mais pourquoi vous travaillez tellement? Combien est-ce qu'il vous faut pour être satisfait? 400 milliards. Qu'est-ce qu'il a répondu? Toujours un peu plus. Mais ça, c'est le problème humain. Adam voulait déjà un arbre de plus. Jacques Ellul, voilà, je trouve, il fait une très très bonne réflexion sur l'éthique de la liberté. Il dit que l'homme est un corps et soit par là limité dans l'espace, conditionné à certaines fonctions, par exemple obligé de manger, cela est de la finitude. Que l'homme soit placé dans une nature pour y travailler, ça relève aussi de sa condition d'être créé. Mais que le corps devienne passion et la nourriture souci dévorant, que l'appétit des biens matériels soit insatiable et que l'homme en plus apaise le bonheur, alors il a possession de l'homme par son corps et par ce qui peut le satisfaire. Et ce qui était une simple marque de la finitude légitime de la créature devient un esclavage résultant de la séparation de Dieu. Parce que si vous voulez remplir le vide que l'absence de Dieu a laissé, vous pouvez toujours essayer. Même avec 400 milliards, ça ne suffira pas. Voilà. La société 2020 doit remplacer donc beaucoup d'objets et de machines par de meilleures relations humaines et de la créativité. Mais la société postmoderne a vraiment une vision très particulière de la créativité. Voilà ce que Homo Deus, ça veut dire, c'est un livre qui veut dire l'homme-dieu. Hariri, c'est un auteur à succès qui a vendu des millions de livres, et voilà ce qu'il dit. Les êtres humains à l'avenir, donc les êtres humains cesseront de se voir comme des êtres autonomes qui mènent leur vie à leur guise pour s'habituer à se voir comme un assemblage de mécanismes biochimiques constamment surveillés et guidés par un réseau d'algorithmes électroniques. On a promis la liberté, et ces mêmes philosophies qui ont promis la liberté matérialiste arrivent à cette conclusion. Mais quelle tricherie! Je vais vous illustrer ça. Encore une fois, les artistes, c'est intéressant. Regardons un peu Picasso. Sa première femme, une danseuse russe, qu'il a dessinée au début de sa carrière. La même femme, il a dessiné, je crois, 10-15 années plus tard. C'était comme ça. Sa troisième femme, encore plus tard, il a dessiné comme ça. Sa dernière femme, il y en a eu 5, sa dernière femme, il a fait un tableau qui s'appelle « J'aime Ève ». C'est ça.
Mais c'est l'artiste qui a exprimé ce que Hariri dit en tant que philosophe. Et ça devrait être la liberté. Les machines comme ça, si l'être humain est programmable comme ça, et c'est les nouveaux seigneurs d'un nouveau système féodal qui veulent programmer les humains, je ne pense pas qu'on va arriver à la solution qu'on souhaiterait. Il y aura trop de révoltes. Alors la valeur d'un être humain, encore une fois, Hariri dans un autre livre, selon la science de la biologie, les gens n'ont pas été créés, ils ont évolué. Et n'ont certainement pas évolué pour être égaux. L'idée de l'égalité est inextricablement liée à l'idée de création. Les Américains ont eu l'idée de l'égalité du christianisme qui soutient que chaque personne a une âme divinement créée et que toutes les âmes sont égales devant Dieu. Cependant, si nous ne croyons pas au mythe chrétien sur Dieu, sur la création et les âmes, qu'est-ce que cela signifie que tous les hommes soient égaux? L'évolution est basée sur la différence, pas sur l'égalité. Quelque part, vous justifiez, mais il y a bien des seigneurs et il y a des serfs. On abandonne l'égalité des humains. Et il a raison, l'égalité des humains, ça vient d'ailleurs. Mais cette vision-là n'est pas compatible avec des bonnes relations en voisinage. Si moi je me sens beaucoup supérieur parce que je roule avec une grosse voiture que mon voisin va se sentir méprisé. Ce n'est pas comme ça que je vais créer des relations de confiance pour qu'on utilise la même perceuse. Pour vraiment avoir des relations de confiance, il faut que tout le monde ait la même valeur. Donc ça, c'est l'idéologie du nouveau féodalisme dont quelques multinationales de l'Internet seront les seigneurs, si on ne réagit pas. Et j'espère justement que les chrétiens, qui ont toute la base théologique et philosophique, que ceux-là, ils réagiront. Voilà. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Le président de la République n'est pas plus créé à l'image de Dieu que les femmes de ménage. C'est important. Parce qu'à l'hôpital, la femme de ménage a le même traitement, si elle est malade, en principe, que le président de la République, en théorie en tout cas. C'est très intéressant. Dans les deux quartiers que j'ai visités à Zurich, les deux responsables m'ont dit, au début, pour partager les buanderies, ce n'était pas évident. Il y avait des tensions, des disputes dans le quartier. Parce qu'avec 40% des personnes qui ne sont pas nées en Suisse, tous n'ont peut-être pas exactement la même notion de la propriété qu'un Suisse qui n'est jamais sorti de son pays. Et vous pouvez vous imaginer, si vous avez la buanderie commune, ça peut poser problème. Et ça a posé problème. Et qui a résolu le problème? Ce n'est pas les avocats, ils sont pas allés devant un tribunal. Ce n'est pas les ingénieurs qui ont fait des robots. C'est les femmes de ménage. Eux, ils ont dit, on va les nettoyer régulièrement, comme ça, ça irait. Et depuis, il n'y a plus de problème. N'est-ce pas une illustration? Combien, dans un groupe d'êtres humains, ça c'est une mise en pratique. Dieu les crée à son image, et tous créés pareil. Hariri a bien compris, sauf qu'il a rejeté le message. Mais les chrétiens devraient montrer, si nous voulons bien vivre avec la rareté à venir, ça c'est important aussi. Paul dit aux Galates, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. C'est l'application du premier principe. C'est la vérité qui vous rendra libre, comme nous avons déjà vu. Et là, il y a un autre verset dans l'épître de Jacques. Celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, en la pratiquant activement, il sera heureux dans son action même. Sur ces principes-là, on peut créer un voisinage, on peut créer, même dans une église, on pourrait commencer à réfléchir ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait maintenant mettre en pratique de tout ce que je vous ai dit. Voilà, ça c'est mon dernier diapo pour résumer. Alors en économie, il faut consommer moins de tout, des portables, de la viande, des habits, tout le reste, pour pouvoir investir plus dans les économies d'énergie de nos maisons, l'isolation, oui, pour la production de l'énergie renouvelable, et pourquoi pas, si vous avez beaucoup d'argent, investir un peu d'argent dans des coopératives d'énergie, d'agriculture ou d'habitation.
Il y a des coopératives qui font des énergies renouvelables, pas des trucs immenses, mais qui fonctionnent très bien, qui vous rémunèrent votre capital à un taux d'intérêt correct pour investir là, pour la société. Tout ce qu'on fait ensemble, c'est-à-dire partager les infrastructures, regarder un film ou aller au restaurant, ça consomme moins d'énergie que ce qu'on fait seul. Aller au restaurant, dans ces quartiers, il y a plein de restaurants. Parce qu'aller au restaurant, ça coûte. Peut-être tout le monde ne peut pas se payer. Mais en tout cas, ça n'augmente pas la consommation d'énergie. Et individuellement, il faut apprendre à vivre ensemble et travailler en équipe, même avec des gens qui sont différents de nous. Et l'Église est bien un endroit où on peut apprendre. On peut apprendre ça. D'ailleurs, c'est presque, on dirait, le but premier de l'Église. On apprend à vivre avec les gens qui sont dans la même Église qu'on n'a pas choisi. C'est vraiment le lieu idéal pour apprendre. Le problème vient seulement si on pense qu'on a déjà appris. Là, il y a un problème. Mais tant qu'on pense qu'ensemble, nous pouvons apprendre, que nous pouvons encore faire des progrès, là, on va dans le bon sens. Voilà ce que dit Jésus. Faites pour les autres tout ce que vous voudrez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Ou le commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et toute ton énergie, et toute ta pensée en ton prochain comme toi-même. Il faut bien commencer par Dieu, parce que le commandement d'aimer son prochain sans Dieu, vous avez déjà compris que ça n'a aucun sens. C'est pourquoi on commence par Dieu, et après ça commence à avoir un sens pour aimer le prochain. Voilà, je suis arrivé là, à la fin, ça a duré un peu long. Vous avez des questions ou des remarques? D'ailleurs, là, si vous allez sur notre site internet, lapratiquementdurable.com, vous pouvez voir un projet, on voudrait faire un projet comme ça aussi à Lunéville. Et on a déjà le soutien de la mairie et d'autres. Déjà un grand merci. On va te remercier encore tout à l'heure. Alors, une première chose, cette conférence est enregistrée et on doit encore discuter. Normalement, on peut la mettre sur YouTube. Oui, tout à fait. Voilà, très bien. Donc, faites la pub pour ça parce que je pense que c'est un message à la fois technique et chrétien. Donc, vous pourrez le revoir sur YouTube ou le partager autour de vous. Les questions, on aimerait maintenant qu'elles soient aussi posées au micro, comme ça on entend sur l'enregistrement vos questions. Alors, qui aimerait ouvrir le bal des questions? Je ne sais pas à quelle année remonte le projet à Zurich et l'autre de Toulouse. Celui-ci, visiblement, est en cours. Celui-là, il n'a encore pas commencé. On cherche seulement les personnes qui sont prêtes à rentrer dans le projet. Pourquoi, à votre avis, ce genre de projet n'a pas encore été répété plus souvent? Ça, c'est une bonne question. Bon, ce que je vous ai montré de Toulouse, en France, il y a à peu près une 50aine de projets similaires. Ça existe. J'ai découvert, un ami m'a fait découvrir quelque chose de très intéressant il y a peu de temps, il y a 3 mois. Ça remonte à 1868. Vous avez peut-être déjà entendu du Familistère. Autrefois, il y avait des magasins Familistère. Un industriel qui s'appelle Gaudin, qui fait des poêles Gaudin, a pensé comment est-ce que je peux faire pour que mes ouvriers peuvent bien vivre avec peu. Parce qu'en 1860, on avait peu. Par rapport à aujourd'hui, vraiment très peu. Et il a dit comment on pourrait faire pour mettre en pratique. Et vous voyez ce qu'il a mis? Il a fait comme les quartiers de Mivote. Ils ont mis plein de choses en commun. Tout ce qui était pas nécessaire tous les jours, ils l'ont mis en commun. Y compris en 1870, ils ont mis en route une crèche commune que vous pouvez aller ou pas aller comme vous voulez. Un médecin dans leur quartier. Ils avaient mis une buanderie commune, des ateliers communs, tout plein de choses, comme les quartiers. Pareil. Et les ouvriers, là, le but, c'était qu'ils aient la même qualité de vie comme les bourgeois, avec beaucoup moins. Vous pouvez télécharger gratuitement le livre du Familistère de Guise sur la
Bibliothèque nationale, le site de la Bibliothèque nationale, si vous voulez regarder. J'étais sidéré. Et quand la police a voulu rentrer dans leur quartier, on a dit, parce qu'ils pensaient, mais tous ces ouvriers, ça doit faire la bagarre, et ça doit être tous des alcooliques et tout. Il a dit, non, non, chez nous, ça n'a pas besoin. Chez nous, on pratique le pardon et l'oubli. Comme ça, on s'entend. Je pourrais vous faire une conférence sur le pardon et l'oubli. C'est important, dans le livre j'en parle. Mais il a tout compris. 1860, il a commencé, 1870, les ouvriers sont rentrés. Pourquoi personne ne l'a fait? Je ne sais pas. En Suisse, il y a des grands quartiers comme ça, avec 3000 habitants, et qui a à peu près une cinquantaine de quartiers aussi. Comment, dans un quartier, on peut rassembler des gens qui ont cette même conviction et qui peuvent la faire durer des années et des années? Ça, c'est une bonne question que je me pose aussi, comment je peux faire dans le quartier où j'habite, moi. Hein? Quand vous voyez, hein, mais une chose est sûre, ça ne marchera pas avant qu'on a compris le problème. Je vous ai tellement longtemps parlé des problèmes qu'une fois que les gens ont vraiment compris le problème, là, éventuellement, vous pouvez commencer à faire des choses. Et sinon, à la limite, tout ce que vous pouvez, c'est argumenter par les économies financières. Parce qu'en général, les économies financières, c'est automatiquement aussi une économie d'énergie. Mais sinon, si les gens n'ont pas compris le problème, aujourd'hui, ça marche malheureusement que par l'incitation financière. Mais, par exemple, notre fille à Toulouse, moi je vais à Toulouse parce qu'on a une fille à Toulouse, elle a une fois, quand elle a compris le problème, c'était un peu avant Noël, il y a 2 ans, elle a commencé à faire des petits gâteaux de Noël, les emballés dans des beaux paquets, et après elle est allée voir tous ses voisins pour leur souhaiter joyeux Noël, elle a donné à chacun un petit sachet des petits gâteaux. Elle a amené aussi son mari et ses 2 enfants, ou son enfant, je ne sais pas, elle avait déjà 2. Mais les gens étaient en larmes dans le voisinage, parce que les gens n'avaient plus de relations. Donc elle dit, je dois commencer à créer des relations. Elle a fait ça. Ça peut être des petits pas comme ça, mais sans commencer à créer des relations de confiance, c'est seulement l'incitation aux économies qui va marcher. Mais si les gens comprennent le problème, hein, si vous leur montrez la première moitié de ma conférence, peut-être ça va les motiver. Est-ce que ce modèle d'éco-quartier, est-ce qu'on peut le calquer sur des quartiers existants? Vous pensez que c'est faisable? Ou il faut faire pas du neuf? Entièrement. En partie. En partie. Comme je vous ai dit, vous isolez bien votre maison, vous avez déjà, comme eux, isolé les maisons. Vous produisez de l'énergie sur le toit de votre maison et vous chargez une petite voiture électrique le jour, vous êtes comme eux. Notre fils habite, il a une maison, il habite dans un cul-de-sac, il y a 4 maisons autour, il connaît tout le monde. Il sait comment ils travaillent, quels sont leurs horaires de travail et tout. Et il a dit un jour, papa, viens voir, regarde là, sur la place. On est 4 familles, on a 8 voitures. Et après, il me dit, je sais comment ils travaillent, je connais les horaires de tout le monde. En principe, 3 voitures et quelques vélos électriques, ça nous suffirait. On pourrait faire exactement la même chose. Mais là, il a pensé, ben oui, dans ces quartiers-là, ils ont des voitures électriques en commun. Bon, l'atelier, dans notre quartier où il y a surtout des gens qui ont à peu près notre âge, tout le monde a déjà tous ses perceuses et tout, évidemment, là, vous pouvez plus, il n'y a plus beaucoup de gains. Mais peut-être il faut réfléchir, qu'est-ce que vous pouvez mettre en commun au niveau d'une église? Parce que dans l'église, il y a de nouveaux qui arrivent, et si on les laisse faire tout seuls, mais ils vont faire les mêmes erreurs que notre génération.
Votre exposé sur le climat était vachement intéressant, surtout tous les chiffres. Mais il y a une chose dont vous n'avez pas parlé, c'est la démographie qui est en train d'exploser. Hein. Et donc si tout le monde réduit l'énergie de 50%, alors qu'en 2050, on sera de double, donc quelque part, tout ça va s'annuler. Oui, mais la démographie, en Chine, elle baisse. Au Japon, elle baisse beaucoup. C'est des pays qui ont beaucoup de monde. En Inde, elle est pratiquement atteint le maximum. Ça ne va plus monter beaucoup. Le seul continent où ça augmente encore beaucoup, c'est en Afrique. Mais l'Africain subsaharien, il ne consomme pas 7000 watts comme le Suisse, il est plutôt à 700. À 700. Donc, vous pouvez doubler les Africains, ça ne va pas changer grand-chose. Il faut plutôt que nous, on fasse un effort. Les Américains, ils ne sont pas à 7000, ils sont à 12 000 watts. Donc, plus qu'on est riche, plus on doit faire l'effort. Parce que si l'Africain qui a 700 watts de consommation d'énergie moyenne, si vous le dites, il faut diviser par 2, il meurt de faim. Hein. Donc non, je pense que la démographie n'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est l'insatiabilité de l'être humain, surtout dans les pays riches. Et la Chine, on peut maintenant aussi pratiquement compter parmi les pays riches. Donc, dans les quartiers dont vous avez parlé, moi j'aurais juste une question. Par expérience, quand on met des fois des choses en commun, on ne les retrouve pas dans l'état où on les a prêtées. Et je ne sais pas comment ça se passe dans vos quartiers. Mais j'ai posé un peu la question, mais déjà ils ont des outils qui sont vraiment de très grande qualité. Donc ce n'est pas un truc là qui tombe en panne parce que c'était artificiellement fragilisé. Deuxièmement, quand vous rentrez dans un quartier, il faut écrire une lettre de motivation. En tout cas, à Zurich. Il faut écrire une lettre de motivation. Ils veulent des gens qui sont motivés par le projet et pas seulement par les loyers qui ne sont pas chers. Et donc, ils trient. Ils ont actuellement une liste d'attente de 200 familles. Pourtant, vous savez, chez eux, le plafond n'est pas peint, hein, c'est du béton brut. On fait l'économie de l'énergie pour la peinture. Le sol, ce n'est pas du carrelage. Le carrelage, ça consomme beaucoup trop d'énergie pour faire, parce qu'il faut des fours qui montent à 1200 degrés. C'est du béton ciré. Donc, ce n'est pas le luxe clin-clin. Hein. Et pourtant, ils ont une liste d'attente de 200 familles. Alors, j'ai eu le privilège de vivre un peu la vie communautaire avec que des chrétiens. Et appliqué dans l'église aussi, par exemple pour la nourriture. On pouvait acheter dans le temps dans les boucheries Bernard une cuisse de bœuf. Et chaque famille de l'église, ceux qui pouvaient, acheter donc seulement. La question se posait parfois, qui c'est qui prend la bonne viande au même prix et les autres? Donc je pense que tu es très bien au courant que quand on vit dans une vie communautaire, il y a des attitudes personnelles qui sont différentes d'une personne à une autre. Donc, comme tu l'as mentionné, quand il faut aller dans un tel projet, il faut peut-être avoir un style de règlement intérieur pour savoir quelle est la motivation. Mais je trouve aujourd'hui, dans la vie de l'Église, on a de quoi apprendre, de savoir comment investir, ou acheter bien, ou acheter moins. Par exemple, j'ai dit à un de mes voisins dernièrement, si ça continue comme ça, au ster de bois à 140 € le ster, si ça va continuer, il a une grande maison, nous avons une grande maison, ils sont deux, nous sommes deux, mais on va habiter les deux couples dans une même maison, on fait de l'économie. Alors on a souri, mais peut-être effectivement, par la force des choses, on sera obligé peut-être à revoir. C'est dommage, en tant que chrétien, d'arriver que les circonstances nous amènent à ça, plutôt que d'y penser, de dire, bah oui, moi j'ai des progrès à faire, c'est sûr. Oui. Bon,
tu as utilisé plusieurs fois l'expression vie communautaire. Dans ces quartiers, ce n'est pas la vie communautaire. Pas vraiment. Chacun a son appart. Sauf là, les quelques apparts expérimentaux où je vais vous montrer où ils avaient une salle à manger, cuisine en commun. Mais ça, c'était vraiment des trucs d'expérimentaux. Il y en a un seul quartier qui a fait ça. Et tous les autres, ils ont regardé comment ça marche pour voir si on va aussi aller dans ce sens ou pas. Mais sinon, vous louez, si vous êtes motivé pour vivre dans ce quartier, vous louez un appartement comme si vous louez un appartement ailleurs. Ce n'est pas une vie communautaire. Sauf qu'il y a les choses dont je vous ai parlé qu'il faut partager. Tout ce que vous n'avez pas besoin tous les jours, dans notre maison, 200 mètres carrés. Pendant 50 semaines par an, c'est trop grand, et pendant 2 semaines par an, c'est trop petit. Ce n'est pas optimal. Hein, pour faire, je vous ai dit, un des paramètres, c'est l'optimisation. Mais il y a des progrès à faire aussi chez nous. Mais, en tout cas, ce n'est pas la vie communautaire qu'ils ont dans ces quartiers, c'est important de savoir. Mais il faut quand même s'entendre pour partager les choses que nous, par exemple, dans notre cas, on partagerait pendant 2 semaines par an, quand tous nos enfants rentrent à la maison avec les petits-enfants. Là, on pourrait beaucoup mieux vivre dans un quartier comme ça que maintenant chez nous à la maison. Mais la vie communautaire, ça fait peur. Donc je ne voudrais pas que les gens pensent que c'est la vie communautaire. Non, vous faites un contrat de location, vous entrez dans le capital de la coopérative d'habitants. Là, il faut quand même rentrer dans le capital parce que vous devenez membre de la coopérative. Mais pour le reste, ce n'est pas une vie communautaire, sauf pour les quelques appartements expérimentaux. Oui, vous avez montré une carte au début de l'Europe il y a 20 000 ans, une ère glaciaire. Si on prend la Bible, la Terre, Adam serait à peu près arrivé il y a 6 000 ans. Donc j'ai un peu du mal à croire à cette hypothèse, je dois dire. Par contre, les scientifiques prédisent, entre guillemets, que si le réchauffement climatique continue avec l'Arctique qu'ils font, le Gulf Stream, le courant marin, risque de s'arrêter. Et si ce courant marin s'arrête, c'est une ère glaciaire qui tombe sur l'Europe. Est-ce que vous y croyez, ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça, c'est des modèles qui existent. Oui. Si toute la banquise de la Groenland ça fond trop vite, il y a un risque que le Gulf Stream est beaucoup moins fort. Et ça pourrait faire qu'en Europe, ça devient un peu plus froid, oui, tout à fait. Mais ça ne va pas durer très longtemps. Hein. Et de toute façon, cette question sur le niveau de la mer et la glace, aussi du pôle sud, ça c'est après 2100. Même d'après les simulations du GIEC et d'autres, ça c'est après 2100. Donc je n'ai pas regardé aussi loin que ça. Mais ça, c'est une des hypothèses sur laquelle les gens travaillent. Mais ça refroidirait un petit peu en Europe. Mais ce que j'ai dit sur l'Inde, ça ne change rien sur l'Inde. Hein. Autre question. Le réchauffement climatique est bien en marche. L'activité humaine est responsable de combien de pourcents d'après vous? Et est-ce que vraiment ces projets pourront faire à ce que le réchauffement pourrait bien baisser ou freiner, ou je ne sais pas? Non, tout le monde ne pourrait évidemment pas. Mon but, ce n'est pas de vous expliquer que vous devez tous maintenant détruire votre maison et construire des choses comme ça. Hein, mon but, c'était essayer de vous inspirer d'eux. Et après, vous pouvez, si vous intervenez sur tous les 4 paramètres et vous réfléchissez comment faire, vous pouvez quand même arriver, peut-être pas à 2000 watts, parce que pour la mobilité, c'est un peu trop difficile si on habite à la campagne, mais vous pouvez quand même diviser votre empreinte écologique par 2. Ça, c'est tout à fait possible. Et après, est-ce que les Américains, les Russes et les Chinois vont faire aussi? Ça, ce n'est pas mon problème. Dieu, un jour, va me demander, Peter, qu'est-ce que tu as fait? Dieu ne va pas me demander qu'est-ce que le Russe a fait. Il me demande qu'est-ce que toi tu as fait. C'est pourquoi j'ai dit, le chrétien dans une situation particulière,
Il ne peut pas seulement dire, mais non, les Suisses qui disent c'est les Chinois qui doivent commencer après nous. Et ceux de Liechtenstein, c'est d'abord les Suisses. Ça, c'est Adam et Ève, c'est l'autre. Donc moi, je vais faire ce que Dieu attend de moi, et tant que j'émets 7 tonnes de CO2 par an, d'après les calculs des simulateurs que j'ai regardés, c'est beaucoup moins que le français moyen, c'est un peu moins que le français moyen, mais c'est beaucoup, beaucoup trop. Donc je regarde qu'est-ce que je peux faire pour diminuer. Ça, c'est mon responsabilité depuis que j'ai compris le problème, parce qu'il y a 10 ans, je n'avais encore pas compris l'ampleur du problème. Je savais qu'on avait un problème, mais je n'aurais jamais pensé que c'est aussi grave. Donc je fais ce que je peux pour que le jour où je suis devant Dieu, je peux dire j'ai fait ce que j'ai pu. Aussi pour mes petits-enfants. Vous savez, c'est tard, hein? Il y a plein tellement de choses à dire. Mais j'ai lu l'Apocalypse à l'âge de 19 ans. Et je trouvais, quel livre bizarre. Je ne comprends rien. Ni à la structure, ni au développement de l'argumentaire, mais rien du tout. Ça tourne rond. Le même thème vient 3 fois ou 4 fois. Je n'ai plus jamais lu l'Apocalypse. Pour moi, c'était une perte de temps. Quand j'ai lu l'étude du Lancet, j'ai dit, oh, peut-être qu'il faut quand même que je regarde de nouveau une fois. Je peux vous dire, je comprends toujours la structure, je ne comprends pas toujours le développement de l'argument, mais il y a quand même des choses qui m'ont frappé. Premièrement, inflation sur les céréales. Deuxièmement, beaucoup d'arbres brûlent, c'est-à-dire que les forêts brûlent. Troisièmement, les hautes herbes brûlent, peut-être les champs de blé. C'est pourquoi il y a inflation. Quatrièmement, un tiers des poissons c'est marqué, un tiers des créatures de la mer qui ont une âme ont péri. Qu'est-ce que ça veut dire les créatures qui ont une âme? Et comment nous on maltraite les enfants, les animaux? Mais avec la surpêche, on a déjà largement dépassé le tiers. Après, Yato a mis une phrase terrible où c'est marqué Dieu détruira ceux qui détruisent la terre. Et il y a un refrain qui revient plusieurs fois. Ils ne se repentent pas. Et ils ne se repentent pas de quoi? Là, ça m'a sidéré quand j'ai lu ça. Normalement, en tant que chrétien, on pense qu'ils ne se repentent pas de l'immoralité, ils ne se repentent pas des débauches. Mais non, dans l'Apocalypse, c'est marqué, ils ne se repentent pas des œuvres de leurs mains. J'ai pensé, bon, je vais quand même essayer de baisser encore mon empreinte CO2. Est-ce qu'il y a encore une question brûlante? Oui. Oui, alors j'ai une question. Concrètement, c'est vrai que vivre dans les écoquartiers, et je suis d'accord sur le fond, hein, ça paraît très intéressant. Cela dit, je pense que si on fait le tour des gens que nous sommes ici ce soir, je pense que 80 ou 90% vivent en maison individuelle. Or, d'un point de vue écologique, ce n'est pas viable, la maison individuelle. Ça demande plus de construction, plus de bâtis, plus de routes, etc., etc. Et en fait, il y a un vrai problème d'individualisme par rapport à chacun. Moi, le premier, attention. Hein. Parce que c'est vrai que même si on est chrétien, on se dit, ben voilà, je préfère avoir une maison plutôt qu'un appartement, surtout quand on voit la problématique qu'a pu amener le Covid. Si j'ai un peu plus d'argent demain, est-ce que je ne vais pas construire une piscine? Parce que c'est très agréable d'avoir une piscine. Et finalement, on est exactement dans le même raisonnement que beaucoup d'autres. Donc, par rapport à ça, comment vous avez réussi à gagner votre conscience par rapport à ça? C'est ma question. Vous voulez dire pourquoi j'habite toujours dans ma maison? Comment vous en êtes venu, du coup, à raisonner, à passer en écoquartier?
Mais parce Enfin, que si vous étiez en maison individuelle, comment vous faites quand vous êtes en maison individuelle pour vous dire j'abandonne ce concept et je passe sur un écoquartier qui effectivement amène pas mal de très bonnes choses, hein, mais on perd une partie de confort. Je perds. J'ai tout un chapitre, parce que vous avez parlé du confinement, j'ai tout un chapitre dans le livre sur les épidémies dans les écoquartiers de Mivat. Parce qu'à partir du moment où vous avez tout à l'intérieur du quartier, ou presque, vous pouvez vous confiner à l'intérieur du quartier. Vous ne vous confinez pas dans votre salon. Vous vous confinez à l'intérieur du quartier. Seulement ceux qui doivent sortir et rentrer du quartier, à la limite, ils font un test PCR à chaque fois qu'ils rentrent. Mais du fait qu'il y a tellement d'activités à l'intérieur du quartier, vous pouvez considérer ce qu'actuellement dans la société individualiste, on considère l'appartement ou la maison, c'est l'unité de confinement. Mais dans un écoquartier, vous pouvez faire que tout le quartier soit l'unité de confinement. Si on fait ça, si on a cette chose à l'intérieur. Donc, je cite plusieurs études, j'ai réfléchi à la question parce que quand j'ai commencé mes conférences, ce que vous avez dit, c'est une des premières choses qui m'a été reprochée. Donc, j'ai réfléchi à la question et finalement, même dans ces cas difficiles, à la limite, la vie pourrait être plus confortable à l'intérieur d'un écoquartier si on arrive à faire le nécessaire pour que l'unité de confinement soit tout le quartier. Dans ce cas, c'est même plus confortable que dans sa propre maison. Mais comment j'ai fait? Du fait que depuis 1973 que j'ai lu le livre de Meadows sur les limites de la croissance, ces questions me travaillent. Et quand j'ai commencé à vraiment faire des études approfondies, et j'ai commencé à faire mes calculs, j'ai dit, devant Dieu, je ne peux pas me présenter devant Dieu comme ça, sans rien faire. Il faut que j'agisse. Je pense que la question du monsieur, c'était comment on peut justifier de continuer d'habiter dans une maison individuelle. C'est un petit peu ça. Et je pense qu'il ne faut pas se culpabiliser. Non. D'ailleurs, vous l'avez dit pendant la conférence, il ne faut pas se culpabiliser d'être dans une maison qui a déjà été construite. Ça détruirait, ça consommerait encore plus d'énergie de la détruire. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, nous qui habitons maintenant à 2 dans une maison, nous étions avant à 6, on peut envisager, par exemple, comme font certaines personnes âgées, de prendre un étudiant pendant l'année, ou bien d'héberger comme a fait notre fille, des Ukrainiens. Ou bien, je veux dire, on peut toujours partager quelque chose. Mais c'est un peu bête quand même de détruire une maison qui est construite tout simplement parce qu'on n'occupe pas 3 pièces supplémentaires. On n'est pas obligé de les chauffer, ces 3 pièces non plus. Non, c'est pourquoi je dis le paramètre, le premier dans mon tableau sur l'efficacité énergétique, ça concerne ceux qui ont une maison, ils peuvent avoir ce paramètre peut être très important. En l'isolant bien, en mettant des panneaux solaires thermiques pour produire l'eau chaude. Là, vous pouvez considérablement réduire votre empreinte carbone. On va en tout cas pas résoudre toute la question ce soir. Et vous avez compris que Peter nous renvoie à notre responsabilité personnelle, ce qui est certainement un très bon début. Il y a d'autres problématiques qui doivent être résolues par d'autres personnes et on est content quand il y a des chrétiens qui sont à des postes clés pour pouvoir résoudre d'autres problématiques que nous, on ne peut même pas aborder, même pas comprendre. Voilà. En tout cas, on veut encore te remercier, Peter. Un grand merci pour ce que tu nous as apporté ce soir. On veut l'applaudir.